Le bassin méditerranéen figure parmi les 30 sites hotspots mondiaux de la biodiversité, notamment en raison de la diversité exceptionnelle des zones humides qu'il abrite, connues pour être les écosystèmes les plus riches et productifs de la région. Malheureusement, malgré leur importance cruciale pour l'homme et la nature, ces milieux sont gravement menacés par les activités anthropiques. On estime que 50% des zones humides naturelles méditerranéennes ont ainsi disparu depuis les années 1970, souvent converties en zones agricoles, urbaines, industrielles ou remplacées par des zones humides artificielles. L'assèchement progressif de ces écosystèmes, en grande partie provoqué par la surexploitation des ressources en eau et en amont de leur bassin versant, constitue aussi une des principales causes de leur perte et de leur dégradation. C'est dans ce contexte que le projet Eye on Wetland a été initié pour contribuer à améliorer la gestion des principales zones humides méditerranéennes et soutenir la priorisation des actions de conservation, de protection et de restauration. Il s'intègre dans le programme Space for Climate Observatory et est financé par le Centre national d'études spatiales et l'Office français de la biodiversité. Son objectif principal est de collecter les informations pertinentes sur l'état de ces écosystèmes dans l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et d'analyser les tendances observées ainsi que les principales menaces qui les affectent en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle appliqués aux données d'observation de la Terre. Ainsi, le projet vise à fournir à tous les acteurs concernés par la conservation des milieux humides dans les pays méditerranéens un outil d'aide à la décision simple, interactif et innovant. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre 3 entités, l'Observatoire des zones humides méditerranéennes, qui fournit l'expertise sur ces écosystèmes et assure l'aspect opérationnel du projet, avec le déploiement de l'ensemble des outils développés à l'échelle du bassin, le laboratoire ICUBE de l'Université de Strasbourg, qui co-développe avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes les algorithmes de machine learning pour le traitement des images satellites. Enfin, la société Géomatis, qui appuie l'Observatoire des zones humides méditerranéennes dans la mise en place d'un géoportail interactif et évolutif, qui permettra de mieux diffuser et de partager les connaissances sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes. L'ensemble des territoires au sein des 27 pays membres de l'initiative régionale Ramsar pour la Méditerranée, MedWet, sont concernés par cette initiative. Depuis 2010, l'Observatoire des zones humides méditerranéennes met en place un programme de suivi basé sur l'observation de la Terre, s'appuyant sur les séries temporelles issues des satellites Landsat et Sentinel-2 et couvrant la période allant de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Souvent couplée à d'autres bases de données, l'analyse de ces images permet d'offrir aux utilisateurs un ensemble de cartes et d'indicateurs renseignant sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes. À l'issue du projet Eye on Wetland, toutes ces informations et connaissances seront accessibles librement via un géoportail dynamique qui facilitera la prise de décision pour une meilleure priorisation des futures actions de conservation et ou de restauration des habitats humides en Méditerranée. Il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement, souvent complexe, de ces écosystèmes naturels, qui sont également au cœur des enjeux liés au changement climatique en Méditerranée. En effet, outre leur rôle crucial en tant que réservoir de biodiversité, et ils contribuent aussi très fortement à l'atténuation de certains effets du changement climatique. Par exemple, en absorbant et en stockant une partie du carbone excédentaire contenu dans l'atmosphère, ou encore en régulant le cycle de l'eau et en protégeant les populations humaines, ainsi que leurs biens, contre les crues des cours d'eau et les submersions marines lors des événements climatiques extrêmes. Il est donc dans notre intérêt à tous de les préserver et de les restaurer afin d'en faire des alliés fiables dans la lutte contre le changement climatique. Donc, étant donné que la vidéo a déjà été présentée et que donc je fais donc partie de la Tour du Valak qui est une des entités qui prend en compte l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Donc, c'est un projet en collaboration avec Géomatis et l'Université de Strasbourg. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Comme expliqué dans la vidéo, donc l'Observatoire a déjà des sites suivis en Méditerranée, des sites par site, j'entends des zones humides. Donc, on a déjà une certaine base de données qui, du coup, permet de comparer les données anciennes grâce à Landsat et les données beaucoup plus récentes grâce aux images Sentinel, notamment Sentinel-2. Et donc, l'objectif avec ce projet Eye on Wetlands est de optimiser la méthode pour pouvoir doubler le nombre de sites suivis et du coup, de pouvoir avoir plus d'impact aussi pour les décisionnaires dans les pays méditerranéens. Donc, pour cela, ce projet intègre maintenant des algorithmes d'intelligence artificielle puisque l'algorithme précédemment utilisé était assez chronophage. Donc, on utilise maintenant plutôt du machine learning pour produire notamment des cartes de land use land cover des zones humides. Et à partir de ces land use land cover
passé et récent, on peut du coup produire différents indicateurs pour du coup montrer la conservation ou le changement de conservation aux différents indicateurs à l'échelle de la zone du Mine, donc des sites suivis par l'observatoire. Donc ensuite, chacun de ces indicateurs seront intégrés, donc c'est le troisième axe de ce projet Balance, dans un géoportail des zones humides méditerranéennes qui a été co-développé avec l'aide de Géomatis pour justement ce géoportail, oui, pour la suite, qui ressemble du coup à une plateforme comme chacun des projets, qui a pour cible les décisionnaires nationaux, la société civile dans chaque pays, euh, et différents acteurs qui peuvent du coup nous aider à prioriser sur les zones humides, notamment à restaurer et à protéger. On peut aussi du coup passer. Et aussi, ce géoportail se veut quand même assez technique. Enfin, c'est vraiment une base de données en fait qui va nous servir pour aussi aider les techniciens et les ingénieurs de chaque pays à un peu avoir différentes informations sur la donnée, qu'elle soit nationale ou même par site, donc par zone suivie et importante de leur pays. Et donc, bah, au moins, ils peuvent avoir ces données-là et s'en saisir pour essayer pour la suite, de plaider pour la restauration et prioriser les zones humides qui ont besoin d'être prioritisées. Donc, le projet a commencé avec du coup, le choix de l'algorithme d'intelligence artificielle, puisqu'on a voulu se lancer avec les réseaux de neurones, avec l'aide de l'Université de Strasbourg. Cependant, l'utilisation de réseaux de neurones pour la cartographie de la News Vancouver est encore assez euh, au stade de recherche et développement. Pour ça qu'on a décidé ensuite de plutôt rester sur du random forest, qui est un algorithme de machine learning un peu plus classique et beaucoup plus commun dans la littérature pour la production de cartes la News Vancouver. À partir du coup de ces cartes, les indicateurs se sont calculés et donc en parallèle, le géoportail a lui aussi été créé pour justement qu'il corresponde directement aux cibles qui ont été identifiées dès le début. Donc plutôt les décisionnaires, enfin les décisionnaires nationaux, puisque chaque pays méditerranéen a sa a sa propre politique liée aux espaces naturels. C'est pour ça qu'il a été très important pour nous de rester à chaque fois à l'échelle d'un pays dans ce géoportail, mais aussi dans notre façon de travailler. Donc ici, on peut voir que déjà des cartes qui sont déjà produites par site méditerranéen dans chaque pays méditerranéen, et donc les cartes produites par Random Forest, qui sont du coup le deuxième carré gris, et du coup qui nécessite encore quelques post-processing après l'application de Random Forest, avec de la segmentation et ce genre de choses, pour du coup avoir la carte finalisée. Et du coup, cette carte sera ensuite intégrée dans le géoportail avec parfois d'autres indicateurs. Enfin, le géoportail ne prendra pas que ces sites suivis et qui ont été générés dans le cadre de AI Advanced. Il y a beaucoup d'indicateurs nationaux aussi et d'autres indicateurs par site qui sont générés. Donc, nous en sommes encore au développement de toutes ces productions graphiques et des calculs d'indicateurs. Et pour le géoportail, euh, les dernières modifications doivent encore être effectuées pour pouvoir ensuite passer au test utilisateur et du coup voir si notre géoportail peut vraiment correspondre à ce que les décisionnaires, notamment nationaux, attendent et s'il est vraiment utile pour les informations sur les zones du monde. C'est pour ça que la dernière étape, enfin, on est encore avant la quatrième étape. Donc, l'intégration des résultats et la mise en ligne du géoportail est notre étape suivre après l'étape finale. Je bégaye. Donc, pour ce qui est avec le lien et les connexions des autres projets, donc nous aussi, on va parler du Stockwater, mais c'est vrai que le projet aussi de l'IRD qui a été présenté juste avant nous intéresserait beaucoup, puisque le géoportail va intégrer beaucoup d'indicateurs sur les zones humides et les sites qu'on suit. Donc, notamment, Stockwater proposer des indicateurs liés à la surface en eau et le volume d'eau, qui du coup est un indicateur sur la thématique eau qui nous intéresse beaucoup. Nous avons beaucoup d'autres projets à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes, tels que Restore for Seas, vous pouvez passer toutes les animations. Le projet aussi avec voilà. Oh, pardon.
donc Christopher Seas, un projet avec l'Agence spatiale européenne et un projet plutôt sur la zone méditerranéenne. Mais en gros, le but de l'observatoire est de réunir un maximum d'informations sur les zones humides en Méditerranée. Pour cela, on est dans différents projets avec différentes thématiques. Restore for Seas, c'est plutôt sur la restauration. Euh, le projet avec l'ESA, c'est plutôt pour les inventaires des zones humides dans des pays spécifiques. Et le projet Armed méditerranéen, c'est pour avoir d'autres types de données sur les pays méditerranéens, étant donné qu'il y a des sites pilotes en général dans chacun de ces projets, qui nous permettent du coup d'augmenter la base de données sur les Méditerranéens. Donc pour finir, je peux faire une démonstration du géoportail, à moins qu'il y ait des questions. Oui, allez-y. Faites la petite démonstration, on a le temps. On pourra faire les questions après, je pense. Alors, est-ce que vous voyez le bon écran? Ok. Donc pour l'instant, le géoportail est encore du coup, Alors, on voit pas bien l'écran. Ah, ça y est, ça s'affiche. Ok. Bon, de toute façon, il y a deux affichages du coup. À gauche, je vais enlever ma vidéo parce que je pense que j'ai pas assez d'internet pour tout. Et On donc à voit bien. droite, la page d'accueil qu'on aimerait du coup intégrer au début de ce géoportail. Donc ensuite, si on choisit un pays sur le géoportail, on espère que ça soit... Et B, on devrait du coup avoir sur ce pays tous les infos qu'on a et dont on dispose dans notre base de données qui s'affichent. Là, par exemple, il s'agit des zones, donc les zones en bleu sont les zones qui sont plus susceptibles d'être des zones humides. Donc cette carte peut souvent être comparée à la vraie inventaire des zones humides, qui du coup, lui, nous montre où sont les zones humides actuellement, alors que celle-ci, c'est un peu le potentiel des zones humides liées à la topographie, à différents d'autres paramètres que le vrai inventaire qui existe. Ça, c'est juste un exemple d'indicateur qui montre l'état des zones humides dans ce pays, en Tunisie. Donc, on a d'autres indicateurs qui sont plus sur les menaces, sur les actions aussi qui peuvent être mises en place. Donc, ça, c'est sur l'échelle nationale. Ensuite, dans le cadre d'Iron Wetlands, on va plus se focaliser sur les sites. Il me semble qu'il est alimenté. Donc, par exemple, sur ce site de Sacred Séjournis, on peut voir si ça fonctionne. Visiblement, on ne peut pas voir. Je pense que je peux vous montrer d'une autre façon. Mais en gros, on a de la même façon sur l'échelle du site des cartes avec différents indicateurs à l'échelle du site. Du coup, on a deux échelles en gros d'indicateurs, l'échelle nationale, puisque c'est lié à la Convention Ramsar et au pays Medwest en Méditerranée, et à l'échelle plus petite du coup d'un site du zone humide et de ce qui l'entoure et des pressions et menaces que chaque zone humide de chaque pays peut avoir. Merci beaucoup, Nina, pour la présentation. On a une petite question de Flavien Vincengel, pardon. Comment calculez-vous l'indice de végétation? Alors, attendez, non, c'est la mauvaise question. Celle de Ouais. 11h35, pardon. Bon, combien de classes avez-vous dans le LULC et quel type de sol avez-vous privilégié? Alors, dans la classification qu'on utilise, qui est un crossover entre la classification Ramsar et Corina Uncover, on a justement
beaucoup de classes. Ça peut aller à une cinquantaine de classes. C'est pour ça que le random forest en lui-même, on le simplifie en ne donnant qu'une dizaine de classes maximum. Et qu'ensuite, le post-processing nous permet du coup d'intégrer des classes plus minoritaires et du coup de grandir cet éventail de classes. Je ne sais pas si c'était clair. Et quel type de sol avez-vous privilégié? J'aimerais bien un détail de cette question parce que je ne comprends pas trop la question. Quel type de sol, dans quel sens du... Flavien, vous vouliez prendre la parole? Je ne sais pas si il est toujours présent. Après, si quelqu'un d'autre a une idée, parce que quel type de sol, en gros, c'est l'agneau land cover qu'on utilise. Et Je pense c'est... que c'est plutôt quel type de végétation, je pense, non? oui, ok. Je pense, Mais, enfin, moi je sais pas, mais je pense que c'est plutôt ça. oui, oui. Mais enfin, après, quel type ok, je la relis aussi. En fait, on privilégie aucune végétation par rapport à d'autres, quoi que ce soit. On essaye vraiment justement d'être en contact avec les gestionnaires des sites pour On avoir vous entend pas des très retours de bien, terrain Nina. et justement aussi de connaître le site. Est-ce que c'est mieux? Oui, peut-être juste redémarrer la réponse. Oui, donc on ne privilégie pas de type de sol en particulier. On essaie justement de s'adapter à chaque zone humide et à chaque contexte, notamment avec l'aide des locaux dans les pays, que ce soit les gestionnaires ou de façon nationale. Ah, on avait un peu plus de détails. Je n'arrive pas à prendre le micro. C'était dans le cas où il y avait peu de classes, si vous aviez regroupé plein de classes ensemble pour avoir plus de sous-classes pour pour les zones humides, pardon, par exemple. Oui, donc pour le Random Forest, c'est ce qu'on fait, oui, c'est qu'on essaye d'adapter notre nomenclature qui est très grande pour justement avoir des classes plus simplifiées en sortie de l'algorithme. Mais ensuite, on va quand même le post-processing avec l'aide aussi des gestionnaires locaux. Du coup, ça va nous permettre de revenir à cette nomenclature beaucoup plus détaillée, euh, qui du coup nous permettra ensuite beaucoup mieux de faire des indicateurs qui sont plus d'intérêt pour nous, pour les décisionnaires, etc. Je ne sais pas si j'espère que ça répond à la question. Il semblerait. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce projet? Pas de questions? Est-ce que ça va être, là c'est Méditerranée, mais est-ce que ça peut être transposé, mettons, sur la Manche ou mer du Nord? Et bien, c'est pas du tout notre zone d'étude. Et vu la quantité d'indicateurs qu'on produit, ça demanderait beaucoup d'efforts. Mais enfin, la majorité des méthodes qu'on utilise, je pense, pourraient l'être. Mais c'est vrai que vu qu'on utilise aussi beaucoup de données optiques, je pense que dans d'autres endroits où il y a beaucoup plus de nuages, les zones humides, pour pouvoir les capter correctement, il faut avoir toute cette variation saisonnière sur une année. Donc sur une autre zone avec beaucoup plus de nuages en hiver ou ce genre de choses, et ben, on pourrait ne pas avoir du coup l'état de la zone humide sur certaines périodes de l'année, ce qui pourrait du coup fausser ensuite les résultats. Et donc, ça demanderait en fait d'adapter la méthode par rapport à ce genre de facteurs-là. Ouais, c'est un autre projet avec une méthodologie un peu plus enfin, modifiée, quoi. Oui, Ok. c'est pas du tout, enfin, c'est pas voué du tout à être étendu à une autre zone que la Méditerranée, étant donné que c'est vraiment là que nous on agit en priorité. Merci beaucoup, Nina, pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre C'est souhaite déjà, intervenir? Oui. c'est déjà pas mal la zone Méditerranée. Oui.
Je crois que c'est un des projets SCO qui a une extension géographique la plus importante. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à contacter via le site ou voilà, y a les équipes hein, pour continuer. Nous-mêmes, nous ferons, enfin, on va encapsuler la vidéo, on va la mettre sur notre chaîne YouTube également. Je crois qu'elle est saucissonnée en trois, enfin, il faut vérifier. Pareil pour les petits films qui vont être mis en ligne. Et voilà pour les informations. La prochaine trimestrielle aura lieu au mois de septembre. Donc, vous allez recevoir des propositions de participation. Elle portera sur ce qui se passe dans l'atmosphère au niveau des gaz à effet de serre et des PM. On va dire qualité de l'air au sens très large. Et donc, on espère tous que vous serez fidèles également. Voilà, donc il y a l'adresse effectivement où vous pouvez nous envoyer des emails. Et j'en profite pour vous dire également qu'un nouvel appel à projet ouvrira euh, le 1er septembre. Ce sera l'occasion également, donc en septembre et en octobre, il y aura 2 webinaires de présentation, comme chaque année. Donc les dates sont presque définies, mais enfin, on vous donnera toutes ces informations-là. Fin, comme d'habitude, vers mi-novembre également. Voilà, donc n'hésitez pas à porter la bonne parole et à vous mobiliser hein, sur ce nouvel appel à projet du SCO, qui est bien sûr France, hein, mais qui est également international. Voilà, donc on rentrera plus en détail sur les modalités lors de ces 2 webinaires. Voilà, eh bien écoutez, hein, je vous remercie une dernière fois. Merci également à nos amis de CapG. Merci également aux référents projet CNES qui s'occupent de tous ces projets. Et on est vraiment heureux de voir ces rendus. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.